Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et Maya Termination, bonjour. Bonjour Lise. Alors Maya Termination, c'est la section Viso à vivre, les jeunes femmes battantes de la Viso. Et aujourd'hui, nous avons une autre femme battante, entre guillemets, avec nous. Enfin, entre guillemets, mais très positif, avec nous en studio. Il s'agit de Josiane Sberos. C'est pour son livre que je montre à l'antenne, L'école de l'exil. Et c'est paru aux éditions Ballant. Josiane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, chers amis. Alors, Josiane, vous êtes chef d'établissement à la retraite, vous êtes chevalier de l'Ordre du Mérite et vous avez eu les palmes académiques pour votre travail sur la laïcité et l'intégration des jeunes. Dans votre livre, vous revenez sur, comme vous le dites à très juste titre, les tribulations de votre vie méditerranéenne entre la Tunisie, la Grèce, Israël, puis la France. Mais à travers votre récit personnel, on vit aussi les soubresauts qui ont agité le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale. Votre récit et les enseignements que vous en tirez sont riches. Mais comme on ne va pas pouvoir tout discuter aujourd'hui, très égoïstement, j'ai envie de vous interroger sur les thèmes qui font l'ADN de notre émission aujourd'hui, l'audace des femmes et la Viso. Alors, je vais commencer par l'audace. Donc, c'est une bonne idée. En lisant votre livre, j'ai été impressionnée par votre courage. Vous partez à l'aventure en Israël dans un kibboutz de la Shomer HaTzaïr, le kibboutz Negba, excusez-moi. Donc, ces kibbutzim devenus tristement célèbres après l'attaque du 7 octobre. C'est vrai que, en fait, j'ai un peu le sentiment parfois que les gens redécouvrent un peu ces particularités en fait des kibbutz, notamment les kibbutz de gauche tels qu'il y en avait dans le sud d'Israël. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment c'était en fait de vivre et de construire Israël à partir de ces kibbutzim du sud d'Israël. Alors je vous remercie de me recevoir effectivement à Radio J pour parler de ce livre qui me tient à cœur. La vie en kibboutz de cette époque n'est pas la vie en kibboutz d'aujourd'hui, évidemment. Quoique, les kibbutzim à côté de Gaza qui ont été attaqués avaient conservé cet aspect justement qu'on appelle shitufi, c'est-à-dire le collectif. Mais les kibbutzim, ces mêmes kibbutzim des années 55, étaient très pauvres. Mais l'idéologie était toute neuve. C'était vraiment l'idéologie de la construction de cette idéologie marxisante et libératoire pour le peuple juif. Dans ces kibbutzim, on comprenait parfaitement que le sionisme n'est en rien un colonialisme, mais que c'est au contraire un mouvement de libération du peuple juif. Donc à cette époque, le travail au kibbutz était très intense. Il était très lourd. On circulait sur tous les postes du kibbutz. Mais mon émerveillement avait été à cette époque le secteur des enfants. J'en parle abondamment dans mon livre, parce que ce que j'ai vécu dans le Beit Yeladim, alors évidemment, il y a eu les articles de Bettelheim, les enfants du rêve. Oui. Et au bout d'un certain nombre d'années, quand les kibbutzim sont devenus assez riches, ces enfants du rêve ont été recapitalisés par leurs parents. Donc restons sur le kibbutz Shitufi de l'époque. Eh bien, à l'époque, il y avait un travail acharné à construire tous les jours. Nous n'avions pas droit du tout aux ouvriers salariés. Les poalim srerim, c'était absolument interdit. Mais à la période des vendanges, à la période de la falcha pour les céréales, c'est un travail où, en France encore, on recrute des étrangers parce qu'il faut une main-d'œuvre abondante et de passage. On ne l'avait pas au kibbutz, on n'y a pas droit. Eh bien, c'était la période où cela s'appelait « donner mes shabbatot ». On donnait ces shabbats. On pouvait donner 10 shabbats, 15 shabbatot de l'année. Ces shabbats, évidemment, on ne les récupérait pas. Mais c'est-à-dire qu'on travaillait des périodes entières sans prendre une seule journée de congé. Mais c'était la vie, c'était normal. Ce que j'ai admiré pour le Beit Yeladim, deux aspects qui m'ont beaucoup servi en tant qu'enseignante. Le premier aspect, c'est le fait de la responsabiliser collectiviste des enfants. Ils étaient, les enfants dès leur plus jeune âge, n'étaient pas seulement les enfants des parents, mais ils étaient responsables les uns des autres. C'est-à-dire qu'en classe, et ça c'est incroyable, la classe passait en entier au niveau supérieur ou elle ne passait pas.
même s'il y avait un dénivellement. Pourquoi ? Parce que la classe devait prendre en charge elle-même les enfants qui avaient des difficultés. Ils devaient s'auto-aider, s'auto-soutenir, et bien entendu, je n'ai pas connu beaucoup de classes qui ont redoublé, parce que la motivation était très forte. Donc ça, c'était l'école élémentaire. Et c'était des enfants, je le dis très souvent, on parle du tsabar, n'est-ce pas ? L'enfant israélien, et la Vidzo connaît très bien, les femmes de la Vidzo connaissent cet aspect, qui est une figue de barbarie, c'est-à-dire beaucoup d'épines à l'extérieur, de douceur. C'est exactement ça. Mais les enfants du kibboutz de cette époque, les petits, étaient ce que je peux appeler, pour la française qui arrivait, des enfants gâtés, je peux parler de gâtés pourris, des enfants insupportables, que vous ne pouviez pas approcher, des petits enfants assez sauvages, parce que l'adulte, ce n'était pas leur truc, ils vivaient avec des enfants. Mais par contre, quand ils avaient envie de vous connaître, ils vous possédaient en entier. Et là, vous fondiez devant eux, parce que c'était des enfants d'une richesse. Par contre, quand ils arrivaient au collège, le collège était en dehors du kibboutz. Et c'était une autre collectivité que vivaient les enfants. Dans cette collectivité, ils étaient entre eux, ils faisaient leur plan quinquennal, que nous n'avons pas l'éducation nationale en France aujourd'hui. Ils vivaient leur collectivité en responsabilité complète, mais tous les après-midi, ils devaient donner 3 heures de travail collectif dans les champs, sur les postes de toranout, de nettoyage, etc. Ils devaient donner leurs heures de travail pour payer leurs études. Et donc, ce processus éducatif qu'il y avait au kibboutz, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a formé les générations de ces Israéliens qui étaient à l'armée, qui étaient au gouvernement, et que le monde entier nous a admirés. Ils ne sont pas venus comme ça, ils sont venus de cette éducation. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus, des choses que vous m'avez racontées quand on a préparé cette émission. Il y a quand même, au-delà des systèmes conscients, il y avait quand même quelque chose un peu inconscient, assez dur en fait, quelque chose une mentalité très droite et très pugnace et très économe. Vous m'aviez raconté que je crois que vous aviez mangé une orange pendant que vous ramassiez les fruits et qu'on vous avait expliqué qu'une orange, c'était une orange. Quelque chose de très droit et très exigeant en fait. Ouais, c'était très exigeant. J'avais 16 ans parce que j'avais des années d'avance à l'étude, mais le Garine avait 17 ans, 18 ans. Le Garine, c'était le groupe. Le groupe. C'est une graine. C'est une graine qui va construire tout cela, ça a du sens, ça porte sens. Un groupe qui monte en Israël à l'époque, c'était une graine qu'on allait planter en terre. Et donc, nous avions des responsabilités directes. En arrivant, nous étions des pionniers. Donc, la garde, la nuit, en dehors du kibboutz, nous devions la faire comme tout le monde. Mais oui. Mais on tremblait de peur, parce qu'on était en dehors. Ce n'est pas la garde d'aujourd'hui avec des moyens technologiques, avec un téléphone, avec un simple Uzi. Nous étions à l'extérieur dans les champs, à 100 mètres l'un de l'autre, dans une nuit noire, en bordure des Fédaïnes. Parce qu'on dit Gaza, Gaza aujourd'hui. Mais en 1950, Gaza appartenait à l'Égypte. Il faut toujours le rappeler que Gaza est un territoire égyptien, que nous avons rendu les hôtels, le pétrole et la beauté du désert aux Égyptiens et qu'ils ont refusé Gaza. Les Fédaïnes nous envahissaient sans arrêt. Donc la garde à l'extérieur, c'était terrorisant. On n'avait pas le droit de protester. Nous avions comme rôle simplement d'être à 100 mètres l'un de l'autre, sans un mot, et en cas d'attaque, d'un coup de couteau ou autre, trouver le temps d'appuyer sur la gâchette pour tirer un coup, pour prévenir le kibboutz. Maintenant, le travail au kibboutz. À un moment donné, j'ai travaillé avec les Haverim dans la bananeraie. C'était pas des oranges, c'était la bananeraie. Pardon. Il y avait des bananes à perte de vue, donc de temps en temps. Oui, on oublie que bien sûr. On oublie que c'était très pauvre et que vous aviez un peu faim. On ne mangeait pas, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et on ne nous disait rien, strictement rien. Donc on continuait de cueillir une banane. Quand un jour vous arrivez au Cheder HaOchel, c'est-à-dire la salle à manger collective, du kibbutz, oui. Et vous voyez au plafond accrochés 10, 15, 20, 30 régimes de bananes auxquels il manque une banane, 2 bananes et une grande banderole. Le travail de nos pionniers est productif. Pas un mot, pas une critique. Tête basse, on a mangé, mais je vous garantis qu'on n'a plus jamais cueilli une banane. Ces méthodes éducatives, elles vous pénètrent, elles vous font comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.
Et alors justement, donc vis-à-vis des enfants, ils étaient très séparés de leurs parents dans les années 50 dans les kibbutzim. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez eu conscience ? On en avait conscience parce qu'il y avait beaucoup de larmes quand les parents raccompagnaient. C'est-à-dire, c'était un rêve et un cauchemar en même temps. On travaillait tous à partir de 4 ou 5 heures du matin et le travail s'arrêtait à 15 heures pour pratiquement tout le monde en dehors du réfet, c'est-à-dire les poules, les vaches, etc., les êtres vivants. À partir de 15 heures, tout le monde allait à la douche et le kibbutz se transformait en fête foraine. Chacun avait une petite pelouse, ils allaient chercher leurs enfants au Beit Yeladim et jusqu'à 19 heures, c'était ça vraiment, moi j'avais admiré, c'était le papa, la maman, les enfants qui jouaient, qui discutaient, qui lisaient ensemble, etc. 19 heures, le retour des enfants pour aller dîner et dormir. J'ai assisté à des déchirures. Et c'est vrai que c'était déchirant pour les jeunes mamans, surtout quand ils étaient très jeunes, déchirant pour les enfants, parce qu'on avait beau aller leur chanter une chanson dans la maison, dans la chambre collective, c'était une déchirure. Oui, il y a eu des critiques, je crois, après. Il y a eu des critiques. Il y a un livre qui était sorti il y a quelques années là-dessus, où on expliquait que c'était quand même très, très dur pour les uns comme pour les autres. Alors, justement, à l'époque, donc vous nous disiez, vous aviez 16-17 ans. Est-ce que dans l'Israël de l'époque des années 50, vous avez été en contact avec la Viso? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle était l'action de la Viso sur le terrain dans l'Israël de l'époque? Alors, j'ai eu l'occasion de connaître la Viso parce qu'après avoir quitté le kibbutz pour faire mes études, je suis tombée sous le coup de l'agence juive. À l'agence juive d'Afrique du Nord, célibataire, même si j'avais un compagnon, jeune, c'est une autre chanson qui se chantait dans les années 56. Donc en fait, en quittant le kibbutz et en rejoignant l'agence juive, on m'a assigné mon nouveau territoire, mon territoire de Alia. C'était Kiryat Gat. Alors, Kiryat Gat, je le raconte souvent, c'est important de le dire aussi. J'arrive avec mon copain Arié, mon frère de l'époque Arié, et mon petit baluchon, et je cherche Kiryat Gat. Où est Kiryat Gat? On me dit, c'est là. Mais quoi, là? C'est là. Mais il n'y a que des dunes. On me dit, tu vas le construire. C'est un cadeau empoisonné. Donc là, je vais tout de suite sur la Viso avant de passer à autre chose. Il y avait à perte de vue sur ces dunes des tentes militaires dans lesquelles étaient les fameuses familles marocaines qui avaient fait une émigration massive et que, hélas, on appelait à l'époque Maroko-Sakine parce qu'il n'y avait pas de travail. Parce que tous les soirs, ils allaient casser l'agence de l'emploi parce qu'on ne leur donnait pas de travail. C'était très violent. C'était une période extrêmement violente, mais à aucun moment, je ne me permettrai, parce que je l'ai vécu, d'émettre une critique. Je voudrais dire par exemple que ma cousine Germaine, qui avait terminé à l'époque Polytechnique fille, parce qu'à l'époque c'était séparé Polytechnique, major de Polytechnique, quand elle est arrivée en Israël en 60, on l'a envoyée là où il n'y a pas de bombe. On l'a envoyée directement là, mais comme citoyenne. Et j'admire mes cousins qui tous ont été envoyés là-bas, qui ont construit, qui ont été professeurs de collège, qui est devenu professeur sur le nucléaire à l'université de Ben Gurion pendant 30 ans. Donc, il y avait des possibles quand vous vouliez. Oui, mais alors, quel rôle de la Viso? C'était un déclassement quand même, ce que vous racontez. Un déclassement majeur. Pardon, mais je vous ai interrompu sur la Viso, pardon. Majeur. La Viso était là. La Viso, c'était, pour moi, petite Tunisienne déjà. Parce que la Viso, les femmes de la Viso, c'était des sionistes. Pour nous, c'était des Américaines, les femmes de la Viso en Tunisie. Ah oui. Et oui, qui travaillaient avec le Joint. Je ne sais pas si vous connaissez le Joint. Joint Distribution Committee. Et qui venaient dans tous les endroits défavorisés, à la Hafsia, etc., à Tunis. Et là, il y avait la Viso, mais c'était des sionistes israéliennes. Elles n'étaient plus américaines. Elles étaient vigoureuses. Elles avaient de l'autorité, du savoir-faire. Elles savaient parler hébreu, ce qui était un émerveillement pour nous. Et elles venaient sous ces tentes pour apporter un peu de réconfort, un peu d'aide. Mais je crois qu'elles étaient aussi pauvres que les immigrants qu'elles essayaient d'aider. Parce que tout le monde était pauvre en Israël. Ben oui, il n'y avait pas d'argent à l'époque. J'aimerais parler un peu de la suite de votre vie. Donc, comment vous êtes arrivé en France En fait, si on reprend les choses dans l'ordre, vous avez quitté la Tunisie, quitté Israël, vous rentrez en Tunisie et là, vous devez repartir de Tunisie en catastrophe parce que les personnes apprennent que vous avez été en Israël. Vous partez avec votre mari et un bébé de 6 mois, sans rien.
en France, sans point de chute. Je voudrais que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé, cette arrivée en France, et notamment comment vous avez fait en fait pour construire une vie sans rien en fait. Je ne pensais pas quitter Israël, puisque jusqu'à présent, dans mon cœur, je ne l'ai pas quitté et c'est ma grande souffrance. Mais il y a eu une rencontre dans ma vie que j'ai appelée « Raoul Sbero ne fut pas une rencontre, il fut une évidence ». Et je dis cette phrase parce que je la pense vraiment. Donc mon retour en Tunisie était accidentel. C'était pour assister au décès de mon père, je n'avais pas vu depuis 4 ans, et avec lequel je n'avais eu aucune relation. On ne pouvait pas écrire à la Tunisie, on ne pouvait pas se téléphoner, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc on était complètement isolés, ils ne savaient pas ce que j'étais devenue. Et en mourant, il hurlait pour me retrouver, parce que nous avions une relation très personnelle avec mon père. J'ai été aidée, comme je le raconte dans mon livre, par des sœurs qui m'ont fait de faux papiers en France, comme j'ai encore cette carte d'identité, comme quoi j'étais en France depuis 1955. Donc, en fait, je n'avais jamais été en Israël. J'étais en France. En Tunisie, j'ai découvert une Tunisie ravagée. Ravagée parce qu'elle n'était pas encore indépendante, elle était autodéterminée, et elle avait à sa tête un président qui s'appelait Bourguiba, qui s'était présenté comme l'ami des Juifs, puisque Claude Barouche, qui fut à l'UPJF en France et qui a été une partie de mon cœur dans le travail et le militantisme, son oncle a été le premier ministre juif en Tunisie. 6 mois. Enfin, on a eu un ministre juif. Bourguiba a été extrêmement intelligent. Et je suis très heureuse d'avoir eu une réflexion de Richard Prasquier, qui est plus qu'un ami pour moi. Quand il a lu le livre, il m'a dit « J'ai découvert dans ton livre que finalement, Bourguiba n'était pas votre ami. Il n'était l'ami de personne, il était l'ami de la Tunisie. » Donc, que s'est-il passé en Tunisie? Petit à petit, les entreprises qui étaient juives en général, puisque nous étions tunisiens, les juifs de Tunisie, pour 70%, devaient obligatoirement avoir un majoritaire 51% musulmans, même s'ils n'avaient pas un sou dans le capital. À l'école, nous étions 25 000 enseignants juifs de langue française. Eh bien, l'enseignement a été arabisé, mais petit à petit. C'est-à-dire que les enfants musulmans qui avaient le certificat d'études français devenaient enseignants et sur les postes les meilleurs en ville, pendant que les instituteurs juifs, dont mon mari, étaient expédiés à 500 km dans les bleds de mon mari. Il n'y avait ni eau ni électricité, là on l'a envoyé à Djerba. D'accord, donc c'est une exclusion un peu pernicieuse et un peu insidieuse. C'était un exil. Mais ça se comprenait pour nous. Ça se comprenait, il n'y avait plus de place pour nous, on ne nous a pas renvoyés. On nous a fait partir. On vous a un peu effacé, en fait. Complètement. C'est pour ça que... C'est un effacement. Et c'est pour ça, Lise, pour vous qui gérez tellement tous ces problèmes à la radio, que chaque juif tunisien dit « Mais c'est mon histoire ». Parce que chaque juif tunisien a quitté son pays individuellement. Mais oui. Avec une histoire particulière. Et ça, c'est une particularité des juifs de Tunisie qui ont été exilés individuellement. Donc en France, effectivement. Alors... L'émission va bientôt se terminer. Moi, je voudrais très très vite vous demander justement, avec toute cette expérience du kibboutz que vous avez eue, comment est-ce que vous réagissez à la situation actuelle? Très très bonne question. Alors, l'expérience du kibboutz m'a permis de sauver 900 jeunes musulmans immigrés de l'école et de la tragédie. Je les ai placés dans le monde du travail, je vis parmi eux, j'en ai fait des chefs d'entreprise. En France, bien sûr. En France. Maintenant, la situation actuelle. La situation actuelle est un déchirement. Elle est un déchirement parce que je vais vous dire, je ne dirai pas quelle mère, mais une mère de la région parisienne qui adore Israël et qui est vraiment une amie, m'a accueillie il y a quelques jours avec un doigt comme ça devant tout le monde et en public en me disant « Votre malade de Netanyahou compte-t-il conquérir tout l'Orient ?» Je lui dis « Pas toi. Pas toi. » Et je vais t'expliquer pourquoi pas toi. Deuxième chose qu'elle m'a dite, que vous devez entendre, parce qu'elle est très signifiante. Tu comprends mon problème. Israël était invincible. Pour nous, le Mossad était presque une protection de l'Occident, car il savait tout avant tout le monde. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Je vous demande de réfléchir à ce propos. Il est très grave, c'est-à-dire que c'est l'image d'Israël invincible. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Israéliens d'Israël, avec ce qui s'est passé le 7, se redécouvrent juifs. Et que nous, ici, nous découvrons Israéliens. Nous sommes main dans la main
Nous sommes ensemble, nous allons lutter ensemble. Et j'admire les jeunes qui sont formés en ce moment, qui vont envahir les aéroports et qui hurlent et qui crient. Oui, nous devons hurler. Oui, nous devons crier qui nous sommes, ce que nous sommes, indéfectibles. Un juif sera indéfectible parce qu'il a confiance à l'autre juif. Josiane Sbero-Agna, l'école de l'exil, paru chez Ballant. Merci d'avoir été avec nous. Maya Termination, merci beaucoup. Et on se retrouve très vite dans le studio de Radio J. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci Lise. Et bon courage Lise pour ce qui Merci. reste.